On imagine souvent que pour créer un médicament, le plus dur, c'est l'étincelle dans le labo, la découverte. Oui, le moment Eureka. Exactement. Mais en réalité, une fois qu'on a la molécule, c'est là que le vrai parcours du combattant commence. L'essai clinique. Ah ouais. C'est une odyssée qui peut durer une décennie, coûter des milliards et qui, la plupart du temps, se solde par un échec. C'est long, c'est opaque et souvent, c'est incroyablement inefficace. La question qu'on se pose aujourd'hui est si l'intelligence artificielle pouvait enfin, disons, mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière. C'est exactement le sujet. On a sur la table un communiqué de presse d'une entreprise sud-coréenne, Mediae+, qui annonce sa venue au CES 2026. Ou CES, d'accord. Et ça, c'est déjà intéressant en soi. Ils ne viennent pas à Las Vegas pour présenter, je sais pas, un nouveau smartphone ou une télé transparente. Non, pas du tout. Mais une infrastructure basée sur l'IA qui prétend pouvoir révolutionner ce monde très, très fermé des essais cliniques. Les promesses sont énormes. Tellement énorme qu'on a décidé de jouer un peu les détectives aujourd'hui. Notre mission, c'est d'aller au-delà du langage marketing et de comprendre ce qu'il y a vraiment sous le capot. Oui, concrètement, comment ça marche? C'est ça. Comment une IA peut s'attaquer à un système aussi complexe et aussi humain au final? Est-ce qu'on a affaire à une véritable révolution pour les patients ou à une très belle opération de com à la veille du plus grand salon tech du monde? C'est la question. On va décortiquer leur approche, leurs outils et surtout la vision qu'ils portent. C'est parti. Allons-y. Alors, pour commencer, le communiqué. Il dresse un tableau assez noir de la situation actuelle. Il parle de données éclatées partout, de processus qui se font encore à la main, Oui. et d'une dépendance énorme au carnet d'adresses, au réseau personnel. Pour un secteur qui pèse des centaines de milliards et qui touche à la vie des gens, ça sonne presque artisanal, non? Oui et non. En surface, ça paraît archaïque, c'est vrai. Mais cette dépendance au réseau, elle vient aussi d'une raison profonde, qui est la confiance. Ah d'accord. Quand on confie un essai clinique, on confie la santé de patients et l'avenir d'une molécule qui vaut peut-être des milliards. On a besoin d'une confiance absolue dans ses partenaires. Le vrai défi pour une plateforme comme la leur, ce n'est pas tant de remplacer l'humain que de lui donner de bien meilleurs outils pour prendre ses décisions. Et le document souligne que le timing est parfait pour ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une pression qui vient de partout. D'un côté, les coûts explosent, les délais s'allongent. De l'autre, les régulateurs, que ce soit la FDA aux États-Unis ou l'Agence européenne des médicaments, L'EMA, oui. EMA, ils mettent une pression folle. Ils exigent plus de transparence, des données de meilleure qualité et surtout plus de diversité dans les populations testées. C'est un point clé, ça. Oui, on ne peut plus tester un médicament uniquement sur des hommes blancs de 45 ans en Californie et espérer qu'il soit approuvé partout. Il faut des essais multinationaux, multiethniques. Cette complexité logistique, elle devient ingérable avec les vieilles méthodes. Donc le terrain est prêt. La situation est mûre pour qu'un outil vienne tout dépoussiérer. Le décor est planté. Et c'est donc là que Media et Plius arrive avec sa solution. Si je lis bien, elle s'articule autour de deux plateformes, un peu comme les deux étages d'une fusée. La première, c'est Medisic. Exactement. Medisic, c'est la plateforme d'intelligence clinique. Le chiffre d'accroche, c'est qu'elle a ingéré et analysé les données de plus de 740 000 essais cliniques menés dans le monde. Ah oui, quand même. Mais ce chiffre seul ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est crucial, c'est ce qu'ils en font. La plateforme ne se contente pas de stocker ces données, elle les croise avec des brevets, des milliers de publications scientifiques, des rapports réglementaires. Donc tout un tas de sources différentes. Voilà. Et la plupart de ces infos sont ce qu'on appelle des données non structurées. Du texte, des rapports, des articles. Attends, ça veut dire que l'IA lit littéralement toute la recherche mondiale sur un sujet. C'est l'idée. Pour y arriver, on peut imaginer qu'ils utilisent des modèles de traitement du langage très avancés, du NLP, qui sont capables de comprendre le contexte, d'extraire des infos clés. De repérer des tendances. Et de repérer des tendances cachées dans cette masse de documents, oui. En gros, l'IA devient une sorte de super chercheur qui a lu et mémorisé toute la littérature médicale mondiale avant même que le scientifique ne commence à dessiner son projet. C'est vertigineux. Et concrètement, ça sert à quoi? Imagine que tu es une biotech et que tu veux lancer un essai sur un nouveau traitement contre Alzheimer. D'accord. Au lieu de te baser sur l'intuition de ton équipe ou sur les 10 dernières études que vous avez lues, tu interroges Medisic. La plateforme pourrait te répondre « Attention, sur les 500 essais similaires menés ces 10 dernières années, 80% ont échoué parce que ce critère d'inclusion des patients était trop restrictif. » Ah, intéressant. Ou alors, les données suggèrent que cette population spécifique en Asie du Sud-Est a montré une bien meilleure réponse dans des études préliminaires.
L'objectif, c'est de concevoir un protocole d'essai sur la base de preuves statistiques mondiales. Et non plus sur des hypothèses locales. C'est ça. C'est un changement radical de philosophie. D'accord. Je vois, l'IA aide à dessiner la carte au trésor à la plus précise possible en apprenant des erreurs et des succès de tous ceux qui sont passés avant. C'est puissant. Très. Mais une fois qu'on a la carte, il faut recruter l'équipage pour aller crever. Et c'est souvent là que les choses se corsent dans le monde réel, non? Trouver les bons hôpitaux, les bons médecins. C'est exactement le deuxième étage de la fusée. Et c'est peut-être le plus complexe, car il touche à l'humain. C'est là qu'intervient leur deuxième plateforme, FICRO. FICRO. FICRO, c'est une plateforme de mise en relation avec ce qu'on appelle les CRO, les Contract Research Organizations. D'accord. Pour faire simple, ce sont les entreprises spécialisées qui gèrent les essais sur le terrain pour le compte des laboratoires. Choisir le bon CRO, c'est la décision la plus critique après la conception du protocole. Et j'imagine que jusqu'à maintenant, ça se faisait au feeling, au carnet d'adresses. En grande partie, oui. On travaille avec ceux qu'on connaît, ceux qui sont dans notre pays, ceux qui nous ont été recommandés. C'est un processus souvent biaisé et très limité. FICRO veut objectiver ça. Comment? Ils ont construit une base de données mondiale de près de 30 000 CROs. Et la plateforme ne se contente pas de les lister. Elle les évalue en continu sur des dizaines de critères objectifs. Leur expertise dans une maladie précise, leur performance passée. La vitesse de recrutement, ce genre de choses. La vitesse à laquelle ils recrutent les patients, oui, leur conformité réglementaire dans telle ou telle région du monde. Mais attends, une base de données, aussi grande soit-elle, ça ne capture tout. Le choix d'un partenaire, c'est aussi une question de culture d'entreprise, de confiance, de relations humaines. C'est la grande question. Comment une plateforme peut-elle vraiment intégrer ça? C'est là qu'il ne faut pas se méprendre sur le rôle de l'outil. La plateforme ne remplace pas le jugement humain final, mais elle rend le point de départ infiniment plus juste et plus large. D'accord. Au lieu de choisir entre les 3 CRO que ton contact à Paris te recommande, la plateforme te propose une présélection mondiale des 10 partenaires qui, sur le papier, sont les plus performants pour ton essai spécifique. La décision finale te revient. Elle te revient, mais elle est éclairée par la donnée. On pourrait presque voir ça comme un Tinder pour les essais cliniques. J'aime bien l'image. Sauf qu'au lieu de se swiper sur une photo, on fait correspondre des labos et des partenaires sur la base de critères de compatibilité et de performance. C'est beaucoup moins romantique, mais potentiellement bien plus utile pour l'humanité. L'image est parlante. C'est donc la combinaison des deux qui fait leur force. Mediki, pour penser l'essai le plus intelligemment possible, et FICRO, pour trouver la meilleure équipe au monde pour le réaliser. C'est ça. Mais alors, on en arrive au point qui fait clignoter tous les néons dans leur communiqué. La promesse chiffrée. Ils affirment pouvoir réduire les délais de préparation des essais cliniques de 80 à 90%. Ça parlait presque trop beau pour être vrai, non? C'est une affirmation incroyablement audacieuse. Et tu as raison de souligner le mot préparation. Oui. Il faut être très prudent ici. Ils ne disent pas qu'ils réduisent la durée de l'essai en lui-même, qui peut prendre des années. Ils parlent de la phase en amont, la conception du protocole, la sélection des partenaires, l'activation des sites cliniques. Le cauchemar administratif. Exactement. Et cette phase, elle peut facilement prendre de 6 mois à plus d'1 an. Donc ce chiffre de 80 à 90%, il faut le prendre avec des pincettes. Il faut se demander d'où il vient. Est-ce qu'il se base sur quelques cas clients spécifiques ? Est-ce qu'on compare à des processus qui étaient particulièrement inefficaces au départ? C'est le genre de questions qu'il faudra leur poser au CES. Clairement. Car dans l'industrie, obtenir un gain d'efficacité de 20% sur cette phase, c'est déjà considéré comme une révolution. 90%, c'est soit un changement de paradigme complet, soit une communication très, très optimiste. D'accord. Cela dit, même si la réalité est plus proche de 50 ou 60%, l'impact est colossal. Oui, parce que, même en étant conservateur, si on passe d'1 an de préparation à 6 mois, ou même à 4, ce sont des mois de gagner sur la ligne d'arrivée. Exactement. C'est la différence potentielle entre un vaccin disponible pour l'hiver ou pour le printemps suivant. Chaque mois compte. Ce chiffre, même s'il est à prendre avec prudence, n'est pas qu'une métrique de performance. C'est une promesse d'accélération de l'espoir. Et c'est ce qui nous amène à leur vision plus globale. Oui. Au-delà des outils, ils ont cette grande ambition, ce slogan Hub. Devenir un hub transfrontalier d'essais cliniques. Alors ça, c'est du joli jargon marketing ou il y a quelque chose de concret derrière? C'est ce que je me demandais. Ça sonne un peu comme le genre de phrase qu'on met sur une plaquette. Ça pourrait l'être, mais en creusant, on voit qu'il y a une vraie stratégie. Se positionner comme un hub, c'est dire qu'ils ne sont pas juste un vendeur de logiciels ou de données. Ils veulent être l'infrastructure. Le connecteur. La plaque tournante
Concrètement, ça veut dire 3 choses. Premièrement, ils permettent de concevoir des protocoles basés sur une intelligence mondiale. Ça évite le fameux syndrome du pas inventé ici. Ah oui, où chaque labo refait les mêmes erreurs. Exactement, simplement parce que l'information ne circule pas. On casse les silos d'information dès la conception. D'accord. Deuxièmement, Deuxièmement, la connexion. C'est la fonction de FICRO. Leur couverture de données s'étend sur 150 pays. Ils peuvent donc connecter une petite biotech de Boston avec le partenaire idéal en Corée du Sud ou en Allemagne, en se basant sur la performance et non sur le réseau. ils veulent être l'architecte. C'est ça, ils veulent être le grand architecte, avant que la première pierre ne soit posée. Et j'imagine que le troisième point, c'est de rendre tout ça accessible aux plus petits acteurs, C'est le cœur de leur ambition. La plupart des innovations de rupture aujourd'hui ne viennent plus forcément des labos des big pharma, mais de petites biotech, de start-up. qui ont une idée géniale mais pas les moyens. Ni les moyens, ni le réseau pour la tester à l'échelle mondiale. Le communiqué explique qu'ils aident activement ces petites structures à mener leurs premières études, leurs preuves de concept, dans des pôles très dynamiques et moins coûteux, comme la Corée du Sud par exemple. D'accord. Mais, et c'est le point crucial, ils s'assurent que cette stratégie précoce est déjà compatible avec les exigences futures des agences américaines et européennes. En somme, ils aident les innovateurs à penser global dès le premier jour. Pour que leur traitement ait une chance d'atteindre le marché mondial. Et pas seulement de rester une curiosité locale. C'est une forme de démocratisation de l'innovation. Et au final, toute cette technologie, cette efficacité, cette vision globale, tout ça est censé converger vers un seul point, le patient. Oui, J'ai noté une phrase très forte de la PDG, Gigi Julg. oui, Elle semble vraiment résumer leur philosophie. oui. Elle est au centre de leur communication et elle est très juste. Elle dit « Les essais cliniques ne sont pas que des processus techniques. Ils représentent souvent un espoir pour les patients. C'est une phrase qui recadre tout. » Complètement. On ne parle pas d'optimiser une chaîne logistique de pièces détachées, on parle de la dernière chance pour des milliers de personnes. Elle ajoute que leur mission est de supprimer les frictions inutiles du développement clinique pour que les traitements innovants puissent atteindre les patients plus tôt, quelle que soit leur géographie. C'est rare de voir une entreprise tech, surtout dans un document pour le CES, mettre l'accent aussi fort sur la finalité humaine plutôt que sur la pure performance de l'algo. C'est un positionnement très intelligent, mais qui semble sincère. Cela signifie que chaque optimisation de processus, chaque ligne de code doit être mesurée à l'aune de son impact final. Est-ce que ça accélère l'arrivée d'un traitement ? C'est un changement culturel. C'est un changement culturel important, oui. On passe d'une logique purement opérationnelle, où l'on coche des cases, à une logique de mission, où chaque jour de gagné est une victoire. L'impact humain comme mesure ultime. Le communiqué le dit bien, l'impact humain est présenté comme la mesure ultime de leurs innovations. C'est un rappel puissant que derrière les bases de données et les algorithmes, il y a des vies qui peuvent être changées. Ok, si on essaie de synthétiser tout ça. On a décortiqué la promesse de Mediae+. Ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas juste un nouvel algorithme magique. Non, pas du tout. C'est plutôt une tentative de construire une nouvelle autoroute pour l'information dans le monde ultra fragmenté des essais cliniques. Ils le font avec une approche en 2 temps. D'abord, une IA médicatrée qui agit comme un cerveau collectif pour concevoir des essais plus intelligents. En apprenant de tout ce qui a été fait avant. Et ensuite, une plateforme de mise en relation, FICRO, qui agit comme un Google Maps des compétences cliniques pour trouver objectivement les meilleurs partenaires opérationnels dans le monde entier. Le tout est porté par une vision ambitieuse, devenir une sorte de plaque tournante mondiale, qui connecte les idées, les entreprises et les compétences par-delà les frontières, avec la promesse finale de réduire les délais et de permettre aux nouveaux traitements d'arriver plus vite jusqu'aux patients. La promesse est claire, la technologie semble cohérente, même si certains chiffres, on l'a dit, demandent d'être vérifiés. C'est une approche fascinante de l'optimisation d'un système existant. Exactement. Et ce que l'on a analysé aujourd'hui, c'est comment l'IA peut optimiser et accélérer des processus que l'on connaît déjà. Mais ça ouvre une question bien plus vertigineuse pour l'avenir. Ah bon ? Pour l'instant, on est dans la rationalisation. La prochaine étape, c'est la prédiction. Que se passera-t-il lorsque ce type d'IA commencera non seulement à nous dire comment mener un essai, mais aussi si on devrait même le commencer ? Waouh, oui. Imagine un système capable d'analyser une nouvelle molécule et de prédire avec une fiabilité de 80%, celle-ci va échouer en phase 2 à cause de tel mécanisme de toxicité, ou celle-là a une probabilité de succès très élevée, mais uniquement sur cette sous-population de patients bien précise. Ça changerait tout ? Quel impact cela aurait-il sur la façon dont on alloue les milliards de la R&D et sur la nature même de ce qu'on appelle le risque dans l'innovation médicale ? On n'en est pas encore là, mais c'est clairement la direction que ça prend.